Je salue l'entrée de son Excellence Madame la ministre d'État. Comme une première prise de contact après si longtemps, c'est peut-être une bonne façon de se rencontrer à nouveau. Et évidemment, on va voir comment on pourra accommoder les demandes pour les réunions individuelles. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais tout d'abord à exprimer en mon nom et en nom de notre peuple notre profonde reconnaissance pour les nombreuses marques de solidarité et de compassion que nous avons reçues pendant ces dernières semaines. C'était des semaines très difficiles, mais malgré le fait que j'étais en dehors du pays, je peux vous dire que nous avons reçu vos nombreux messages, vos nombreux appels, et nous les avons fortement appréciés. Nous apprécions aussi fortement le fait que beaucoup de ces appels et beaucoup de ces gestes de solidarité se sont aussi matérialisés à travers des contributions très importantes en termes de l'appui humanitaire et qui se traduisent justement en une aide concrète et par des offres de bons offices. Donc je tenais à revenir là-dessus et vous remercier encore une fois pour ces précieuses contributions et justement cette démonstration continue de solidarité. Et même s'il y a quand même un certain temps qui est passé, je tenais aussi en mon nom propre à saisir cette occasion pour réitérer clairement notre condamnation des attaques contre plusieurs missions diplomatiques survenues pendant les dernières semaines du mois de janvier. Je sais qu'il y a eu plusieurs prises de position au niveau du gouvernement, mais en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, je tenais vraiment à réitérer ce message encore une fois et réitérer aussi le fait que ces actes sont inacceptables et vont complètement à l'encontre des principes fondamentaux et du droit international, mais surtout notre perception à nous-mêmes, de la diplomatie et comment nous souhaitons engager des relations constructives avec nos différents partenaires. Et donc, de notre côté, au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous suivons les initiatives qui ont été amorcées par la primature pour voir comment assurer un suivi au niveau des ambassades qui ont connu des dommages. Et évidemment, nous allons voir comment accompagner ces efforts, mais nous sommes aussi pleinement à votre disposition à titre individuel pour approfondir certaines questions au-delà de ces efforts concertés qui ont lieu sous la houlette de son Excellence Madame la Première ministre. Alors aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, en particulier évidemment la résolution 2773, mais aussi les avancées diplomatiques et les prochaines échéances. Je sais que vous avez beaucoup de questions, on va essayer de les gérer et je vous demande aussi quand même de faire montre de compréhension si nous n'avons pas toutes les réponses ou si nous ne pouvons pas toutes les partager dans ce format. Tenant compte aussi que c'est une situation qui est en train d'évoluer assez rapidement et que nous voulons justement aussi pouvoir consacrer nos énergies sur ces évolutions avant de communiquer trop amplement là-dessus. Donc, alors justement, je voudrais donc revenir sur en particulier quelques échéances cruciales que nous avons vues et observées les dernières semaines, à commencer par évidemment la résolution 2773 du 21 février 2025. Je dois souligner que la contribution de plusieurs membres du corps diplomatique a contribué justement à l'adoption à l'unanimité de cette résolution. Je tiens à réitérer notre reconnaissance. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de plaidoyer, que ce soit au niveau des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité ou au-delà. Nous avons vu une vraie convergence des avis et des efforts pour œuvrer justement pour une adoption de cette résolution ferme
qui clarifie aussi justement la nature et qui qualifie très clairement la nature de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez qu'en décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO devait être adopté, la République démocratique du Congo avait déjà œuvré pour un mandat plus explicite, un mandat qui nous permettrait à nous tous, en tant que communauté internationale, d'avoir une bonne lecture de la situation et un bon diagnostic de la situation. Nous sommes persuadés que c'est seulement quand nous avons des diagnostics clairs et évidents sur une situation qui prévaut que nous pouvons travailler sur des réponses appropriées. Nous étions un peu déçus justement que la résolution portant le renouvellement du mandat de la MONUSCO n'avait pas été aussi explicite, justement par rapport au rôle du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceci aurait pu peut-être nous aider à avoir déjà en décembre une posture beaucoup plus nette et beaucoup plus honnête par rapport à la situation. Donc nous nous réjouissons en particulier par rapport à cela quand nous regardons la résolution 2773. Et je voudrais aussi revenir sur d'autres décisions importantes, à savoir au niveau de la sous-région aussi. Le 31 janvier, nous nous souviendrons qu'il y avait une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC sur la situation en RDC, qui avait noté justement les attaques récentes du M23 avec l'appui des RDF. Le 7 février, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avait adopté une résolution concernant la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les crimes perpétrés dans l'est de la RDC. Et donc, nous nous réjouissons aussi que dans les prochaines semaines, nous aurions déjà une mission initiale du bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme qui va se rendre à Kinshasa et certainement au-delà de Kinshasa. Le 7 février aussi, nous avions une déclaration très forte au niveau des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui ont aussi fermement condamné le soutien du Rwanda au M23 et exigé le retrait immédiat des forces armées rwandaises. Et le 8 février, le lendemain donc, le sommet conjoint des chefs d'État et du gouvernement de la EAC et de la SADC qui ont réitéré la primauté du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et convenu sur la mise en œuvre de modalités pour le retrait de forces étrangères non invitées. Donc nous voyons qu'il y a eu justement une convergence d'efforts qui se sont tous articulés de manière différente et c'est là où moi je voudrais quand même chuter sur la résolution 2773 étant donné que c'est cette résolution qui prime d'un point de vue du droit international. Donc nous saluons le fait que cette résolution a su de manière très articulée et très éloquente reprendre les grandes conclusions que nous avions déjà identifiées et que nous avions déjà observées au niveau de la région et de la sous-région. Mais qu'elle a pu aussi les présenter de manière beaucoup plus explicite, chose qui nous donne un outil beaucoup plus potent dans nos efforts justement de trouver une solution et une issue à la crise qui prévaut à l'est de la RDC. Je suis sûre que vous avez tous étudié la résolution. J'ai rencontré déjà quelques ambassadeurs et je remarque que vous, comme moi, vous promenez aussi tous avec votre copie de la résolution, donc je ne vais pas entrer dans les détails des paragraphes, mais encore une fois quand même réitérer quelques aspects clés de cette résolution, justement qui, de manière très explicite et sans ambiguïté, réitère l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais qui condamne aussi très explicitement le rôle du Rwanda et l'occupation de certaines parties du territoire congolais par les forces armées rwandaises et le M23 et qui exige leur retrait immédiat et inconditionnel des territoires occupés. Il est aussi très important pour nous que la résolution revient de manière très explicite sur une condamnation aussi très ferme des attaques contre la population civile, les infrastructures humanitaires et aussi les installations médicales.
Et un point qui est très important pour nous, aussi une condamnation très explicite des attaques contre la MONUSCO, contre les soldats de la paix, aussi de la SADC, et contre le personnel des Nations Unies, le personnel humanitaire. Nous avons regretté en fin janvier justement une série d'attaques contre des casques bleus et contre les soldats de la SAMI DRC qui ont coûté des douzaines de vies humaines. Et nous sommes réconfortés par le fait que le Conseil de sécurité se soit aussi approprié de cette question avec une telle fermeté, étant donné que la MONUSCO est sur place au Nord Kivu et en Ituri, avec justement un mandat donné par le Conseil de sécurité, que ce Conseil a aussi une responsabilité de s'assurer de la protection et du respect absolu du mandat que la MONUSCO est appelée à exécuter, et aussi justement la reconnaissance du fait que les soldats de la SAMI DRC sont en République démocratique du Congo sous un mandat de l'Union africaine, un mandat aussi avalisé par le Conseil de sécurité. Donc pour nous, il était extrêmement important aussi de voir comment dans ce contexte où il y avait plusieurs articulations, si vous voulez, de violence et plusieurs cibles, que le Conseil de sécurité ait pris une position assez ferme et explicite aussi sur les attaques contre les casques bleus et sur l'impératif de permettre à la MONUSCO d'exécuter sans aucune interférence son mandat. Je comprends qu'il y a encore des difficultés par rapport à cela, mais je pense qu'il est important justement d'avoir une résolution aussi ferme qui pourra nous aider aussi à responsabiliser les uns et les autres. Je voudrais revenir aussi sur le paragraphe 6 de la résolution, si je ne me trompe pas, qui parle aussi de responsabilité de la République démocratique du Congo, à savoir par rapport à la neutralisation des FDLR. Et je voudrais vraiment réitérer encore une fois notre détermination à répondre à cet appel du Conseil de sécurité. Pour rappel, la question des FDLR aurait dû être traitée dans le cadre d'un accord que nous aurions signé à l'issue du processus de Luanda. La République démocratique du Congo reste fermement engagée dans le processus de Luanda, mais aussi le processus de Nairobi, et nous pensons qu'une reprise rapide de ces deux processus nous permettra justement d'enclencher ces différentes mesures qui avaient déjà été convenues. Sur le plan humanitaire, je voudrais nous rappeler aussi que la résolution insiste sur l'ouverture de corridors humanitaires dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Encore une fois, une question qui pose quand même des défis, en particulier logistiques jusqu'à présent, surtout autour de l'accessibilité, de la réopérationnalisation de l'aéroport de Goma. Et cela fait évidemment objet de beaucoup de nos efforts de plaidoyer qui ne sont peut-être pas visibles ou audibles au grand public. La question des ressources naturelles a aussi retenu l'attention du Conseil de sécurité et nous nous en réjouissons. Et je pense que c'est encore une fois une incitation pour tous les acteurs, à commencer par la République démocratique du Congo, justement, de voir comment on peut trouver des solutions plus durables pour une meilleure transparence dans la gestion des ressources naturelles, mais aussi leur exploitation et leur exportation. Je tiens ici à rappeler la décision du 12 février du gouvernement de la République démocratique du Congo de classifier au statut rouge les sites miniers situés dans les secteurs de Rubaya et Nyabibwe, donc dans le territoire de Calais au Sud Kivu et au Massissi au Nord Kivu. Justement pour aussi montrer que nous nous saisissons de cette question et nous voulons user d'un maximum d'instruments pour clarifier aussi que les minerais issus de ces zones qui échappent au contrôle de la République démocratique du Congo ne devraient pas être traités comme des ressources issues justement d'une exploitation licite et légale. Donc par rapport à la résolution, je pense que je vais m'arrêter là. Je tiens quand même aussi à réitérer le fait que, et vous en êtes certainement tous conscients, que malgré son adoption, on voit quand même un certain retard, si vous voulez, dans sa mise en œuvre. Je pense que tout le monde a eu besoin d'un peu de temps pour aussi
assimiler, si vous voulez, cette résolution. Du côté de la République démocratique du Congo, nous nous en approprions au maximum et cela veut dire aussi que nous sommes en train d'effectuer un monitoring assez détaillé de cette résolution et des violations que nous observons jusqu'à présent, mais aussi justement la détermination de relancer le processus diplomatique dans les plus brefs délais qui nous permettra justement d'avancer vers une meilleure mise en œuvre de la résolution. Donc, en termes de ce que nous prévoyons, si vous voulez, dans les prochaines semaines, ce sont justement nos efforts pour signaler à toutes les parties prenantes concernées notre impatience à voir les processus de Luanda et de Nairobi être relancés. Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour des terminologies utilisées. On parlait parfois de fusion des deux processus. Évidemment, les deux processus ont des cibles tout à fait différentes, des parties prenantes différentes. Le processus de Luanda est un processus interétatique. Le processus de Nairobi est un processus interne à la République démocratique du Congo avec des acteurs non étatiques. Donc, l'idée même d'une fusion prête à confusion, désolé pour cette expression. Et donc, je pense qu'il est plus précis de parler plutôt d'un alignement et pas d'une fusion des deux processus. Un alignement, pourquoi? Parce que le processus de Nairobi, comme vous le savez, était sous la houlette de la East African Community, pendant que celui de Luanda était chapeauté par l'Union africaine. Et donc, la démarche de la République démocratique du Congo voulait à ce que ces deux processus qui se renforcent mutuellement et qui ont un caractère assez complémentaire l'un envers l'autre, soient élevés au même niveau organisationnel. Et donc nous parlons plutôt d'un alignement des deux processus afin que le processus de Nairobi soit aussi sous la houlette de l'Union africaine et plus sous la houlette uniquement de la East African Community. Et comme ça, nous avons les deux à un même niveau, si vous voulez, à un même niveau organisationnel sous l'égide de l'Union africaine. Donc c'est une posture que la République démocratique du Congo a affichée depuis quelques semaines et qui a reçu aussi l'écho favorable de plusieurs pays de la région. Et donc nous restons engagés dans cette logique de relancer ces deux processus dans les plus brefs délais. Pour nous, le processus de Luanda devrait reprendre le plus vite possible, de préférence avec la convocation d'une réunion ministérielle, qui nous permettrait justement, comme nous l'avions fait en fin juillet 2024, qui nous permettrait de prendre des premières mesures très rapides, comme un cessez-le-feu, cette fois-ci avec la signature des deux parties prenantes, et ensuite nous permettre de recommencer ou de continuer les pourparlers autour du projet d'accord qui avait quand même avancé de manière assez importante jusqu'au mois de décembre, où nous n'avons malheureusement pas pu procéder à une signature de l'accord faute d'une participation du président rwandais au sommet qui avait été convoqué par son Excellence Monsieur le Président João Lourenço, facilitateur du processus de Luanda. Donc c'est la logique et pour nous la séquence idéale que le processus de Luanda devrait suivre. Du côté du processus de Nairobi, nous comptons toujours sur la facilitation aussi du président Uhuru Kenyatta. Le président honoraire a signalé sa disponibilité continue et nous nous en réjouissons évidemment. Et donc le souci est là aussi de signaler de manière très claire à toutes les parties prenantes notre détermination à ce qu'il y ait des issues et des consultations constructives avec les groupes armés et les entités non étatiques pour pouvoir répondre aussi à la préoccupation qui avait été exprimée dans les pourparlers de Luanda, de voir une place attribuée au M23. Donc, pour
sans vouloir revenir vraiment dans ce qu'on pourrait déjà considérer comme de l'histoire ancienne, mais pour brièvement nous rappeler à l'esprit que la raison principale pour laquelle nous n'avions pas procédé à une signature d'un accord en décembre à Luanda était liée au fait que le Rwanda insistait sur des pourparlers directs entre le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, chose que nous avons rejetée à l'époque, chose que nous rejetons toujours, pour une simple question de procédure et de principe. Le fait que le processus de Nairobi existe veut dire que tous les groupes armés, nonobstant de leur taille, de leurs effectifs, ont une voix pour engager un échange constructif avec la République démocratique du Congo et son gouvernement. Et donc, extraire le M23 de ce processus et lui donner un statut spécial aurait créé, si vous voulez, un traitement préférentiel et un précédent que nous ne voulions pas répéter, que nous avons vu par le passé en République démocratique du Congo, malheureusement, et que nous ne voulions pas répéter parce que, évidemment, la crainte de voir un effet d'émulation au niveau d'autres groupes armés. Et donc, le principe pour la République démocratique du Congo reste le même. Le processus de Nairobi est le seul et unique cadre dans lequel nous allons interagir avec les groupes armés. Évidemment, c'est un processus qui a aussi une flexibilité aussi pour justement traiter les différentes parties prenantes en fonction de leurs dispositifs, en fonction de leurs effectifs. Et donc, nous pensons aussi qu'il y a au niveau du facilitateur tout à fait une capacité de créer les conditions propices pour un engagement constructif avec toutes les parties prenantes, sans pour autant les diminuer, si vous voulez, ou les traiter tous de la même manière, parce que nous sommes conscients des nuances différentes qui les distinguent les uns des autres. Donc, dernier point par rapport au processus de Nairobi, je pense que j'ai parlé de la fameuse question de la fusion qui est plutôt un alignement. Je sais que l'autre question qui suscite beaucoup d'interrogations et de questions est celle liée aux co-facilitateurs. Nous avons vu une communication du président Ruto annonçant une série de co-facilitateurs qui vont être associés aux efforts de la facilitation qui va être pilotée par l'Angola. Je tiens à clarifier que c'est un processus qui est encore en cours, qu'il y a encore une série de consultations qui vont avoir lieu et que c'est une première proposition, mais nous savons aussi qu'il y a d'autres propositions et que les chefs d'État de la sous-région, à commencer évidemment par la République démocratique du Congo, première intéressée par ce processus, ont encore à valider cette liste finale de co-facilitateurs qui vont s'associer aux efforts qui vont continuer à être pilotés par le président João Lourenço de l'Angola. Donc je pense que c'est un tour d'horizon assez bref, pas trop bref j'espère, mais je pense qu'on pourrait commencer par là. Et comme je le disais, nous aurons l'occasion d'échanger dans les prochaines semaines dans des formats différents évidemment. Et je suis ouverte à vos questions respectives. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons à présent procéder à la séance de questions-réponses. L'assistance est priée de se manifester par la main levée lorsqu'elle a une question à poser à son Excellence Madame la Ministre d'État. Je suis toujours contente qu'il n'y a pas de question. Ah, il y a quand même une question. Très bien, Madame l'ambassadeur. Non, vous pouvez rester assis, s'il vous plaît. Merci, Excellence Madame la Ministre d'État. Je suis Madame l'ambassadeur de la République gabonaise. J'étais la ministre délégat. Et je commence par vous féliciter par rapport à tout le périple que vous avez eu à faire. Nous avions suivi de près toutes les grosses interventions et plus particulièrement l'intervention que vous avez eu à avoir au niveau de Londres, que j'ai trouvé particulièrement très explicite. Et je vous félicite également pour
la victoire diplomatique au niveau du Conseil de sécurité avec la résolution 2773, effectivement, que nous sommes encore en train de regarder de près. Bien. Alors, cela dit, je souhaiterais aussi, au nom de mon pays, vous présenter nos sincères condoléances en rapport avec tous ces décès que vous aviez, que vous enregistrez au niveau de l'Est. Et la douleur du peuple congolais n'est pas facile inaperçue pour le peuple gabonais. Nous restons vraiment très inquiets par rapport à la situation qui se passe à l'est du Congo. Et nous souhaitons véritablement que nos solutions pérennes soient trouvées. Alors, je vais aller directement à ma question. Je viens pour avoir une précision, parce que j'ai bien retenu que par rapport au passé, effectivement, vous ne rejetiez pas le M23. Mais c'est par rapport à la procédure que vous vouliez exactement souligner et que le M23 devait prendre en compte. Et alors ma question est de savoir, et maintenant, vous accepteriez donc le M23 sur la table des négociations dans le cadre de Nairobi? Je voudrais avoir une précision. Merci. Nous avons quand même réitéré le fait que le processus de Nairobi restait une option et la seule issue pour le M23. Et encore une fois, je réitère aussi le fait que le président honoraire Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a la pleine confiance du président Tshisekedi, qui lui a donné justement carte blanche de faire usage de son rôle en tant que facilitateur pour engager les différents groupes armés en fonction aussi de son évaluation. On est conscient du fait qu'on ne peut pas tous traiter tous les groupes armés de la même manière parce qu'ils ont des dispositifs différents, parce qu'ils représentent des menaces différentes, parce qu'ils ont des présences différentes. Donc tout cela va être géré dans le cadre du processus de Nairobi qui lui-même s'offre, si vous voulez, cette flexibilité-là pour gérer les uns et les autres en fonction de leurs dispositifs, en fonction de leur capacité et aussi en fonction des griefs qu'ils présentent. Et donc nous restons sur cette position qui a toujours été la même, peut-être parfois diluée, peut-être parfois perçue ou représentée de manière un peu plus limitée, mais je reste ferme là-dessus. Le processus de Nairobi reste ouvert au M23 et c'est un processus qui est flexible et qui a la capacité justement de s'adapter aussi à la nature des uns et des autres. Ce que nous refusons catégoriquement, et je le dis aussi, et certains d'entre vous connaissent la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, ce que nous refusons catégoriquement, ce sont des négociations directes entre groupes armés et gouvernement. Nous sommes passés par là. Nous connaissons les répercussions d'un tel traitement exclusif de certains groupes armés. Quel est le message que nous envoyons à d'autres groupes armés? Tuer autant que le M23 et vous allez être traité de la même manière, piller autant que le M23, aller chercher un appui à l'extérieur comme le M23 et comme ça vous allez être traité de la même manière. C'est ce que nous voulons éviter. C'est une décision de principe. Et nous voulons appliquer ce principe de manière conséquente au niveau de tous les groupes armés. Et je pense que c'est une décision tout à fait légitime et souveraine qui doit être respectée aussi par les uns et les autres. Le Rwanda ne voyait pas cela de la même manière en décembre. Nous espérons peut-être que maintenant ils seront motivés à revoir leur position. Et aussi à privilégier justement la reprise rapide des différents processus. Donc ça m'amène aussi à la question de Madame l'ambassadeur de la Belgique sur les prochaines échéances. En effet, je pense que nous avons vécu une période très intense de beaucoup d'efforts diplomatiques, beaucoup de plaidoyers, et je pense que c'était un peu naturel d'avoir un moment de pause et aussi pour digérer un peu tout ce qui s'était fait. Mais en effet, nous ressentons aussi cette même impatience par rapport aux prochaines étapes, encore une fois, parce que la résolution est très claire et parce que la résolution prime sur toute autre décision
qu'elles soient de la région, donc de l'Union africaine, ou de la sous-région, que ce soit la EAC ou la SADC. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes aussi très impatients et nous sommes en train de relayer ce message auprès des différentes parties prenantes. Il y a eu une série de réunions EAC-SADC après le sommet des chefs d'État, au niveau des chefs d'État-major, qui ont déjà réfléchi de manière un peu plus concrète sur comment certaines questions pourraient être traitées. Et donc l'impératif est maintenant de voir comment très rapidement, au niveau des ministres des Affaires étrangères, on peut convoquer cette réunion SADC-EAC, mais en même temps, le fait d'avoir ces efforts-là ne supplante pas, si vous voulez, le processus de Luanda. Et donc, moi, je le vois plutôt comme quelque chose de complémentaire, mais pas comme quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouveau processus. Nous restons dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. C'est pour cela aussi que nous menons un plaidoyer pour dire le processus de Luanda, le cadre dans lequel nous travaillons pour la recherche de solutions durables, doit reprendre dans les plus brefs délais. Tout ce qui se fera dans le cadre de la SADC et de la EAC sera complémentaire et sera en appui à ce processus-là, mais il n'y a pas de nouveau processus, si vous voulez, parce qu'encore une fois, nous avons fait des progrès assez importants et nous devons capitaliser sur ces progrès. Il est hors de question de recommencer à zéro, comme si nous n'avions pas investi, que ce soit la République démocratique du Congo, l'Angola en tant que pays hôte de toutes ces réunions et facilitateur, ou même le Rwanda. Nous n'avons pas fourni tous ces efforts pour recommencer à zéro. Certes, le contexte a changé de manière assez dramatique. Les responsabilités sont peut-être un peu plus claires et un peu plus visibles aujourd'hui. Mais en même temps, les avancées que nous avons faites restent tout aussi pertinentes et nous devons les capitaliser au lieu de recommencer et mettre le compteur à zéro. C'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre, surtout tenant compte de la situation qui prévaut au Nord Kivu et au Sud Kivu. Donc, soyez assurés, évidemment, vous le savez aussi, la diplomatie, certes, il y a beaucoup de curiosité dans le grand public, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de communication, parfois même de surcommunication, mais il y a aussi beaucoup qui se fait dans les coulisses et nous travaillons dessus justement pour voir cela reprendre dans les plus brefs délais. Les deux voisins. Saint-Siège d'abord. Au sujet des groupes armés qui font part, potentiellement font part des processus de Nairobi, la NEF, tenant compte de leur idéologie et aussi brutalité extrême, est-ce quelle est leur place là-bas? Est-ce qu'ils sont intéressés ou pas du tout? Merci. Merci d'abord aussi pour le briefing de temps en temps que vous donnez à nous. Et vous savez bien, normalement, on aime bien comprendre les choses, la clarté. Est-ce que j'ai bien compris qu'au moment, avec les deux processus, l'initiative pour Luanda, ça reste avec le président d'Angola. Et avec le processus de Nairobi, c'est l'ex-président Kenyatta. Et parce que comme observateur, très souvent, ce n'est pas clair, comme aussi ma collègue belge a déjà mentionné, comment on va avancer. Et quels sont vous, comme parti qui est vraiment touché, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pensez pour, si vous êtes impatient, d'avancer plus rapidement le processus. Et je crois qu'en communauté internationale, on est prêt de soutenir le processus aussi de Nairobi, par exemple. On est vraiment prêt, aussi comme l'Union européenne et les autres, je pense. Mais qu'est-ce que vous faites, vous pensez à faire pour avancer avec rapidité le processus? Ok, je vais répondre d'abord à la question du Saint-Siège. Je comprends tout à fait la préoccupation par rapport au rôle et surtout
à l'impact assez dramatique des ADF sur les populations civiles, et aussi le fait qu'on voit un ciblage très spécifique à l'encontre de populations chrétiennes. La question de l'ADF, je dois voir si le haut représentant du chef de l'État est là. Je ne suis pas sûre s'ils font partie du processus de Nairobi, étant donné que c'est un groupe armé étranger, certes qui entre-temps s'est incrusté, si vous voulez, dans des communautés locales, mais l'ADF est jusqu'à présent encore traité comme un groupe armé étranger. Et donc ce sont surtout des efforts bilatéraux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur lesquels nous misons pour cette question. Mais en même temps, sans vouloir diluer l'attention sur la question de l'ADF, mais en même temps, je pense que ça devrait nous inciter à une réflexion aussi sur la responsabilité des pays respectifs qui ont des groupes armés qui opèrent dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour voir comment on peut aussi mettre fin à ces menaces différentes. Et donc, je pense que cette responsabilité se décline en plusieurs types d'actions qui peuvent être menées. Avec l'ADF, certes, nous menons des opérations militaires conjointes, mais je sais aussi que les autorités ougandaises, à travers leur commission d'amnistie, si je ne me trompe pas, a aussi un processus peut-être qui pourrait être un peu plus renforcé, un processus de reddition volontaire et de désarmement de combattants ADF. Mais ça soulève une question très importante de voir comment nous pouvons aussi responsabiliser au niveau de la région les pays dont certains ressortissants ont choisi la République démocratique du Congo pour mener leurs opérations de groupes armés, peuvent jouer un rôle plus grand encore dans la pacification de la partie est de la RDC au-delà d'opérations militaires. Mais pour répondre brièvement à votre question, l'ADF n'est pas concerné par le processus de Nairobi. Et donc, pour l'instant, c'est surtout dans des efforts bilatéraux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda que les efforts sont menés par rapport à cette question. Mais il serait peut-être intéressant de voir comment ces efforts peuvent être renforcés, accompagnés et amplifiés. La question sur le processus de Luanda et de Nairobi, je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur les facilitateurs et les co-facilitateurs. Nous savons aussi que l'Angola assume la présidence de l'Union africaine, donc c'est une charge importante. La République démocratique du Congo a aussi assumé cette responsabilité, et donc nous en sommes pleinement conscients à quel point cela sollicite le temps du président Lorenzo, et nous voulons le ménager évidemment. À cet effet, il y a des échanges continus entre les chefs d'État, surtout entre le président Tshisekedi et Lorenzo. Je ne vais pas entrer dans les détails évidemment, mais nous saluons l'engagement continu de l'Angola pour justement ne pas mettre en péril les acquis du processus de Luanda et pour œuvrer pour leur consolidation. Et donc, nous saluons aussi l'engagement politique continu du président Lorenzo. Je pense que c'est une question vraiment de quelques jours où nous allons voir tout cela prendre une forme beaucoup plus claire, et nous allons aussi sortir un peu des spéculations. Je vous demande juste d'être patient. Et je ne vais pas répondre en toute précision et en tout détail minutieux, même si je comprends tout à fait votre curiosité. Ce sont des efforts en cours, parce qu'encore une fois, pour la République démocratique du Congo, c'est une priorité que ce processus reprenne. Donc il y a beaucoup d'échanges continus au niveau des chefs d'État dans la sous-région, qui encore une fois ne sont pas nécessairement divulgués et qui ne font pas nécessairement l'objet de communication officielle, mais nous sentons, pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais au niveau aussi de la région, de la sous-région, aussi le besoin de reprendre le plus vite possible le processus de Luanda et celui de Nairobi, pour ne pas perdre le momentum et pour pouvoir passer à l'action rapidement. Nous voulons surtout éviter de nous retrouver dans une situation d'enlisement,
dans une situation où après on ne sait pas comment relancer les choses. Donc je comprends et je partage tout à fait votre impatience et je pense vraiment que dans les prochains jours, on pourra avoir plus de clarté là-dessus. Et je sais qu'il y a une activité de la présidence qui est prévue dans quelques minutes, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais juste réitérer encore une fois aussi mes remerciements sincères pour votre présence. Je sais que nous avons eu à changer de programme quelques fois. Merci pour votre flexibilité. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans ce format ou dans un format différent dans les prochaines semaines. Je voulais aussi dire un dernier mot par rapport aux sanctions. Désolée, il m'a échappé pendant que je faisais le point. Je voudrais exprimer aussi notre reconnaissance justement pour la prise de position très forte que nous avons vue de certains pays par rapport aux sanctions pour lesquelles nous avons plaidé, nous continuons de plaider. Vous vous souviendrez qu'au niveau du Conseil de sécurité, nous avons insisté sur 5 actions prioritaires, à commencer par d'abord des sanctions individuelles pour responsabiliser les membres de la chaîne de commandement qui commence à Kigali et qui finit au nord Kivu, maintenant au sud Kivu. Il y a une responsabilité qui doit être attribuée à des individus. Et donc nous saluons aussi le courage de certains États membres des Nations Unies de prendre aussi des actions fermes contre des individus. Le deuxième point était lié aux ressources naturelles et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Nous avons, à travers le rapport du groupe d'experts, au-delà de nos propres rapports, établi un lien direct entre l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo et ensuite leur exportation au Rwanda, raison pour laquelle nous appelons à un embargo pour certaines ressources naturelles du Rwanda, puisque nous savons qu'elles viennent de la République démocratique du Congo et que nous sommes conscients des circonstances dans lesquelles ces ressources sont exploitées. Le troisième point est lié au statut du Rwanda en tant que pays contributeur de troupes aux Nations Unies. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, profondément préoccupante. Pour moi, je le dis en toute transparence, en tant qu'ancienne du peacekeeping, ancienne des Nations Unies, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant de voir un des plus grands pays contributeurs de troupes aux missions de maintien de la paix des Nations Unies être lui-même auteur non seulement de violences directes contre des casques bleus, mais aussi de violences indirectes contre les installations des Nations Unies et contre leur capacité à exécuter leur mandat. Je pense qu'il y a une telle dissonance entre cette posture et les principes des Nations Unies qu'elle devrait nous interpeller tous par rapport à ce statut qui est quand même aussi un privilège de représenter et de porter sur son uniforme le drapeau des Nations Unies. Je pense que cela mérite justement d'être réexaminé. Nous avons aussi comme quatrième point, qui était en fait le premier point, désolé, insisté sur le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Et le cinquième point, qui m'échappe toujours, le cinquième point, pardon. Ah, très bien, la traçabilité des armes, justement. Donc, vous vous souviendrez aussi, surtout pour ceux qui suivent la République démocratique du Congo et sa péripétie au Conseil de sécurité depuis plusieurs décennies, vous savez aussi que la République démocratique du Congo était sous embargo d'armes, mais aussi plus tard dans un système, si vous voulez, de notification obligatoire pour tout achat d'armes. Et c'est ce que nous exigeons par rapport au Rwanda. Il ne s'agit pas d'un embargo d'armes, mais il s'agit d'une meilleure traçabilité de ces armes. Donc il s'agit aussi d'utiliser des instruments que le Conseil de sécurité a eu à utiliser par le passé dans la région des Grands Lacs pour assurer une meilleure traçabilité des armes. Nous voulons avoir une plus grande transparence et être mieux en mesure de retracer les armes qui se retrouvent en RDC par rapport à leur achat, et nous pensons que cette obligation de notification serait un instrument important pour assurer cela et pour assurer une plus grande transparence.
Donc, c'était un peu les 5 points sur lesquels nous sommes revenus plusieurs fois au niveau du Conseil de sécurité. Nous nous réjouissons du fait que certaines déclinaisons, si vous voulez, de ces points de plaidoyer ont été repris dans les décisions individuelles de certains États membres, aussi dans la résolution du Conseil de sécurité, et cela nous réconforte justement dans la pertinence de ces démarches. Et nous continuons à insister sur le fait que le Conseil de sécurité et la communauté internationale devraient continuer à faire usage de ces différents mécanismes et instruments pour une plus grande redevabilité, mais aussi, et je pense que ça c'est un point important, mais aussi ne pas sous-estimer le potentiel de sanctions pour éviter encore plus de violence. Donc certes, les sanctions sont rétroactives parce qu'elles sanctionnent un comportement, mais en même temps, elles ont aussi la capacité d'être préventives et de prévenir encore plus de violations, encore plus de violences. Et c'est un point sur lequel nous avons insisté et sur lequel nous revenons souvent. Et nous pensons justement que la situation sur le terrain montre aussi que ces sanctions ont déjà des premières répercussions sur les uns et les autres, et nous pensons qu'il est important de maintenir cette pression aussi dans une dynamique d'une reprise du processus de Luanda, pour que les uns et les autres comprennent qu'il ne s'agit pas de revenir et de faire tabula rasa comme si de rien n'était. Il y a quand même des milliers de citoyens congolais et congolaises qui ont été tués, qui ont été abandonnés sur les rues. Nous avons vu des scènes horrifiques, nos téléphones, et je suis sûre que c'est le cas pour certains d'entre vous, vos téléphones sont pleins de vidéos, d'images atroces. Et je pense que nous sommes tous aussi dans le souci de gérer tout cela d'une manière ou d'une autre, aussi psychologique. Mais nous ne pouvons pas dissocier justement toute perspective d'une relance d'un processus diplomatique de cette réalité-là aussi, de cette atrocité que la ville de Goma et la ville de Bukavu ont vécu. Et donc l'aspect de la redevabilité est extrêmement importante. Et nous insistons là-dessus. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, dans d'autres formats certainement. Merci. Merci beaucoup. L'assistance est priée de Dieu vous reçu, le Dieu vous saluer, une sortie de son excellence par la grande historique. Merci.